dirige une unité de pédopsychiatrie pour adolescents qui compte 15 lits. 15 lits, ça peut sembler peu. Finalement, dans les structures de soins somatiques, les soins intensifs ne comptent finalement pas plus de lits non plus. Ce sont toujours des petites structures. Nous sommes aussi une forme de soins intensifs en matière de santé mentale. La psychiatrie de l'adolescent est vraiment quelque chose d'extrêmement spécifique. Et tout comme les soins intensifs, nous n'avons pas la possibilité de multiplier les places et les unités d'hospitalisation. Les équipes qui s'occupent des adolescents en milieu pédopsychiatrique sont des équipes qui mettent du temps à être formées. Il y a peu de pédopsychiatres en Belgique, il y a peu d'infirmiers psychiatriques aussi. Et nous sommes actuellement extrêmement inquiets parce que nous sommes en situation de complète saturation. Ça n'a pas été le cas depuis le début du confinement. Nous aussi, dans les secteurs de soins de santé, nous avons fait face à un virus tout à fait inconnu et des conséquences auxquelles nous sommes encore en train actuellement de nous adapter et de découvrir. Et à l'heure actuelle, nous devrons lancer un cri d'alarme parce que nous sommes en situation de grande saturation. Ce cri d'alarme n'arrive que maintenant parce que nous découvrons finalement les conséquences des mesures sanitaires et des conséquences de la crise en même temps que tout le monde. Nous savions qu'il allait y avoir des répercussions en matière de santé mentale et en matière psychosociale après un premier épisode de difficultés sur le plan somatique. Nous y sommes, mais nous ignorions quelle catégorie d'âge allait être plus particulièrement frappée et sous quelle forme. Et nous découvrons à l'heure actuelle que c'est essentiellement la tranche des 13-25 ans qui sont plus particulièrement impactés par les mesures sanitaires. Je vais essayer de comprendre avec vous et de vous expliquer quelles sont les pistes pour comprendre ce phénomène et essayer, du coup, en connaissance de cause, de mettre en place des mesures pour pouvoir faire face à ce qui est en train de se passer. Dans un premier temps, la santé mentale n'a pas été impactée. Lors du premier confinement, les hôpitaux psychiatriques se sont plutôt vidés de leurs patients. Je pense que les patients qui étaient en milieu psychiatrique ont réagi comme tout un chacun, c'est-à-dire une grande vague Covid qui déferle sur nous, un virus qui est inconnu, dont les conséquences somatiques se découvrent au fur et à mesure, avec peu de capacité de protection et donc, en définitive, la réaction a été comparable que dans les familles, c'est-à-dire tout le monde s'est calfeutré chez lui, a fait le gros dos, a attendu que ça passe et a tenté de se protéger tant bien que mal de ce qui était en train de se vivre. Et ce n'est pas plus mal que les unités se soient vidées parce que en psychiatrie, nous avons été confrontés à des mesures sanitaires extrêmement draconiennes, tout comme dans l'ensemble des hôpitaux, mais donc en psychiatrie aussi. Et chez les adolescents et les enfants, les visites ont été interdites, les retours en week-end ont été interdits, les entretiens de famille ont été interdits, les sorties d'unités d'hospitalisation en groupe ont été interdites. Le voisinage, d'ailleurs, dénonçait les sorties dès qu'il y avait quelques adolescents qui sortaient avec un éducateur. La police intervenait. Donc, les jeunes se sont retrouvés véritablement cloîtrés dans des hôpitaux psychiatriques qui sont devenus asilaires dans le pire sens du terme. Et l'enjeu pour nous, durant les 2 premiers mois du premier confinement, a été d'essayer de non pas préserver nos outils thérapeutiques qui étaient tout à fait perdus. Même au sein des unités, les jeunes n'avaient plus la possibilité d'avoir des activités ensemble. En tout cas, ils ne pouvaient pas se passer des objets de la main à la main. Je vous rappelle, hein, le tout début du confinement a créé quand même un état de stupeur et un peu de psychose chez chacun d'entre nous. Et donc, la situation au sein des hôpitaux psychiatriques n'était plus tant d'être thérapeutique que de surtout essayer d'éviter de devenir maltraitant, tant les mesures sanitaires étaient déshumanisantes en définitive. Heureusement, lors du premier confinement, nous avons aussi assisté à une absence très rapide, totale, et qui a duré aussi plusieurs semaines de plaintes en matière de santé mentale chez les adolescents. Les hôpitaux somatiques, les services d'urgence ne voyaient plus arriver de jeunes suicidaires. Or, des jeunes suicidaires, il en arrive quand même régulièrement. Tout service d'urgence reçoit, en fonction de son importance, bien entendu, mais reçoit en général
plusieurs jeunes par semaine qui présentent des idées suicidaires ou qui viennent de faire un passage à l'acte suicidaire. Durant le premier confinement, ça a totalement disparu. Plus aucun adolescent ne se suicidait. C'est un phénomène qui est déjà interpellant en soi euh, et, et, euh, et que nous avons découvert un peu comme en mai 68. En mai 68 non plus, les adolescents ne se suicidaient plus. Ils avaient des rêves. Là, tout d'un coup, lors du premier confinement, c'était pas des rêves, mais c'était de la peur. Mais voilà, il y a eu un sujet de préoccupation tellement important, partagé par l'ensemble de la population, que les adolescents ont été pris là-dedans eux aussi, et il n'y a plus de passage à l'acte. Ce que nous avons découvert, par contre, c'est qu'il y avait des situations de maltraitance, de violence conjugale et intrafamiliale qui se sont déployées durant ce premier confinement où le huis clos était important. Mais comme tous les services sociaux étaient fermés et que les gens ne se rendaient plus dans les hôpitaux qui étaient saturés et un peu en état de siège, euh, ce sont des situations qui sont passées en dessous du radar et que nous découvrons dans un second temps. Ce sont des situations qui nécessitent une prise en charge à l'heure actuelle et qui viennent encore plus engorger finalement les structures de soins pédopsychiatriques. Nous avons vu réapparaître des demandes plutôt vers le mois de novembre 2020. Au mois de novembre, nous avons vu des jeunes commencer effectivement à souffrir de troubles anxieux, de troubles dépressifs en lien avec les mesures sanitaires et l'isolement dans lequel ils étaient. Et les demandes sont réapparues, les services se sont progressivement à nouveau remplis. Au mois de décembre 2020, nous avons commencé à devoir mettre en place des listes d'attente puisque les unités se remplissent assez rapidement. Étant petites, il n'y a que 700, environ 700 lits pédopsychiatriques pour l'ensemble de la Belgique. Et encore, ces chiffres ne sont pas tout à fait valables parce que tous les lits ne servent pas à de la pédopsychiatrie dans le décompte. Je pense que si on veut un chiffre plutôt réel, on est de l'ordre de 650 lits pour l'ensemble de la Belgique. Et donc, ces unités se remplissent rapidement et au mois de décembre, nous avons commencé à fonctionner sur liste d'attente. Au mois de janvier, les unités pédopsychiatriques étaient saturées. Nous avons dû commencer à réorienter vers les services de consultation. Et malheureusement, c'est dans ce contexte-là qu'au mois de février, nous avons vu apparaître une, une très forte augmentation, une explosion en fait des demandes. Pour vous donner une idée, mon service compte 15 lits. Depuis le mois de février, nous recevons 10 à 20 demandes par semaine. 10 à 20 demandes par semaine, en sachant que quand un jeune est suicidaire, quand il a des troubles alimentaires importants, quand il a des affects dépressifs massifs ou une anxiété très envahissante, une prise en charge en pédopsychiatrie dure en général de l'ordre de 2 à 3 mois. Le temps psychique est un temps lent et la prise en charge nécessite plusieurs semaines de travail, même si nous nous dépêchons, même si nous essayons de pousser les murs, même si nous essayons de créer des lits supplémentaires. À partir du moment où, dans une unité de 15 lits, vous recevez l'équivalent d'une unité entière par semaine, il est très très clair que nous sommes actuellement dans une complète situation de saturation. Ce que nous avons essayé d'éviter finalement euh, dans les structures de soins somatiques, quand nous avons fait énormément d'efforts pour ne pas saturer les soins intensifs, eh bien, on se rend compte que, en matière de santé mentale, en tout cas, il n'y a pas eu de mesures de prévention qui étaient mises en place. Nous savions que le flux allait venir, mais voilà, je pense qu'on gère la situation au jour le jour, à la limite. Et actuellement, il est très très clair que nous ne pouvons plus faire face à la demande. C'est d'autant plus préoccupant que les demandes qui nous arrivent à l'heure d'aujourd'hui sont des demandes qui sont inquiétantes. D'habitude, quand nous prenons des jeunes en charge, nous sommes interpellés quand le jeune a des idées suicidaires. À l'heure actuelle, les professionnels qui nous téléphonent sont extrêmement inquiets parce que le jeune a en général est déjà passé à l'acte. Et nous avons des demandes pour des jeunes qui ont déjà multiplié jusqu'à 5 tentatives de suicide. Donc la situation est extrêmement préoccupante dans le passage à l'acte, mais aussi la sévérité des symptômes. Vous avez entendu parler aussi de l'augmentation des troubles alimentaires. C'est une réalité. Nous avons beaucoup de jeunes qui arrêtent de manger, mais
de toute ma carrière, je n'avais jamais rencontré ça. Nous avons des jeunes qui s'arrêtent non seulement de manger, mais également de boire du jour au lendemain. Et quand nous interrogeons ces jeunes pour essayer de comprendre les enjeux sous-jacents, c'est d'autant plus inquiétant que ces jeunes n'arrivent pas à expliquer ce qui leur arrive. Ils ont perdu le goût de vivre, tout simplement. Ce ne sont pas des jeunes qui voudraient transformer leur image, perdre du poids, qui ont le sentiment d'être sous le regard d'autrui. Non. À l'heure actuelle, nous sommes face à des jeunes qui se sont arrêtés de penser, en fait. Et ce que nous découvrons, c'est que les mesures sanitaires qui ont isolé ces jeunes les uns des autres ont entraîné ce qu'on appelle maintenant un syndrome d'engourdissement. Alors l'engourdissement, ça peut être un peu rigolo, sympa comme terme comme ça, mais nous sommes en train de parler d'un engourdissement psychique. Ce sont des jeunes qui ne pensent plus. Un enfant, quand il est face à une difficulté, il va aller trouver son parent, son père, sa mère, pour raconter un peu sa journée. Le parent va mettre son appareil à penser à la disposition de son jeune, l'aider à élaborer ce qui est en train de se passer, lui demander comment s'est passée sa journée, vérifier est-ce que c'est un problème plutôt du côté de l'ambiance à l'école, est-ce que c'est un problème de dispute avec des amis, est-ce qu'il y a une situation éventuellement de harcèlement qui est en place, est-ce qu'il a été bousculé, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et le parent va aider le jeune à comprendre ce qui lui arrive, verbaliser, lui expliquer, lui proposer des solutions. Et c'est comme ça que les enfants, finalement, font face aux difficultés qu'ils rencontrent. Nous, en tant qu'adultes, nous n'avons plus besoin de nos parents pour pouvoir penser, heureusement. Et lorsque nous rencontrons des difficultés, nous sommes capables de pouvoir nous arrêter, penser, réfléchir, comprendre ce qui nous arrive et trouver un moyen d'avancer avec ça et de digérer finalement, d'élaborer, de mettre du sens sur ce qui se passe pour nous. Les adolescents sont dans l'entre-deux. Les adolescents ne vont plus aller se confier à leurs parents. L'adolescence est un moment où on a un réveil des enjeux édipiens et vous savez bien qu'une jeune fille de 15 ans ne va plus grimper sur les genoux de son papa comme quand elle en avait 5. Donc il y a une distance physique mais également psychique qui est le propre de l'adolescence par rapport aux figures parentales et les adolescents ne peuvent plus se rapprocher, se confier à leurs parents comme ils pouvaient le faire quand ils étaient enfants. Alors qu'ils n'ont pas encore l'autonomie de pensée de l'adulte, ils ont encore besoin effectivement de pouvoir s'appuyer. Ils s'appuient sur qui? Ils s'appuient sur le groupe qu'ils constituent les uns les autres. Les adolescents pensent en groupe, en fait. Les adolescents échangent, s'appuient les uns sur les autres, échangent leurs expériences. Et c'est comme ça, finalement, de manière groupale, que les adolescents ont tendance à intégrer, comprendre ce qui se passe pour eux. Malheureusement, avec les mesures sanitaires actuelles, cette vie de groupe leur a été interdite et nous nous rendons compte que nous leur avons supprimé quelque part la capacité de penser ce qui leur arrive, de pouvoir élaborer et faire face à ce qui se passe pour eux. D'où ce syndrome d'engourdissement, cette difficulté à penser et à comprendre ce qui leur arrive, mais qui les amène parfois dans un état de détresse psychique tel que, sans outils pour l'élaborer, ils ne peuvent que témoigner d'une perte du goût de vivre, d'une perte du sens de la vie et être dans une expression finalement très inquiétante qui peut les amener véritablement à se mettre en danger. Comme les services de santé mentale sont saturés maintenant, même les services de consultation à l'heure actuelle sont saturés, malgré le renforcement des équipes. Nous avons pu bénéficier dans les services de santé mentale, par exemple, à des engagements Covid jusqu'à fin juin. Les équipes ont été renforcées, ont pu faire face effectivement à l'augmentation de la demande dans un premier temps, mais à l'heure actuelle, trouver un rendez-vous est extrêmement difficile. Et donc, nous sommes malheureusement confrontés à des situations où il y a des demandes de prise en charge pour des adolescents suicidaires, inquiétants, et nous n'avons malheureusement plus rien à proposer. Pas de consultation, pas de liste d'attente, pas d'hospitalisation. Les services de santé mentale sont véritablement saturés et il s'agit maintenant vraiment de repenser ensemble la manière de répondre à cette difficulté qui est grandissante et qui touche effectivement de plus en plus de jeunes dans notre population. Il est extrêmement important à l'heure actuelle de très rapidement mettre en place des mesures en fait de prévention.
face à un tel tsunami, il est essentiel de dresser des digues, d'essayer de mettre véritablement quelque chose en place pour éviter que ce flux ne continue, parce que véritablement, on ne peut plus compter sur la santé mentale. Nous sommes totalement débordés. Quels sont les facteurs de décompensation et à quoi est-ce que nous allons devoir faire attention en matière justement de prévention, en matière de santé mentale chez les adolescents? Et je parle des 13-25, mais je sais que je m'adresse à l'enseignement secondaire, donc je vais centrer mon propos plus spécifiquement sur les adolescents. Nous rencontrons 3 facteurs de stress sous-jacents à leur décompensation. Il y a bien sûr les facteurs individuels, familiaux, leur histoire, d'éventuels traumas subis dans l'enfance ou de manière plus récente. Ça, ce sont des facteurs que nous connaissons bien en tant que pédopsychiatres, que nous avons l'habitude de prendre en charge. Mais ce à quoi nous assistons, c'est qu'une fragilité sous-jacente qui n'était pas handicapante au point d'entraîner un déséquilibre, une décompensation et une souffrance par trop importante sont suffisamment importants à l'heure actuelle parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter à ça. Ces autres facteurs sont liés aux mesures sanitaires, avec cette suppression de la vie sociale et cette incapacité à penser en groupe ce qui leur arrive. C'est une première chose et je pense que là, il y a des mesures de prévention à remettre en place très très rapidement pour que ces jeunes puissent recommencer à penser ensemble. Et d'autre part, des facteurs qui sont liés au stress scolaire. Je pense que vous le rencontrez tous, ce stress scolaire. Je pense que nous sommes dans une situation un peu paradoxale où, en tant qu'adultes dans la société, nous avons tous dû mettre entre parenthèses nos propres projets de vie personnelle. Ceux qui devaient se marier ont dû postposer leur mariage. Ceux qui avaient des velléités de grands voyages ont dû également mettre ça entre parenthèses. Les personnes qui voulaient lancer une carrière nouvelle ou une nouvelle activité ont dû malheureusement attendre. Et les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires à atteindre ont dû mettre ça entre parenthèses également. Donc je pense que le monde adulte et dans le monde entier double cette année. Les seuls secteurs qui sont soumis à une même rentabilité que d'habitude, c'est le secteur en fait de l'enseignement. C'est sur les professeurs et sur les élèves, ainsi que les parents qui accompagnent les élèves, que la pression est mise à l'heure actuelle pour que le rendement soit le même que d'habitude. Et là, on est dans une forme de déni de réalité qui est extrêmement violent et qui vous est imposé à l'heure actuelle. Je pense qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle d'imaginer que l'école fonctionne comme d'habitude dans un contexte qui est à ce point perturbé tel que celui que nous connaissons avec le Covid. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir et de refuser quelque part la violence qui vous est imposée, d'autant plus que les écoles sont effectivement restées ouvertes à la demande des pédiatres et je pense que c'était une demande qui se révèle extrêmement judicieuse. Mais l'enjeu n'était pas tant de maintenir les apprentissages que de permettre aussi une vie sociale et de faire attention justement, mettre en place des facteurs de prévention de cette décompensation massive à laquelle nous assistons à l'heure actuelle. Malheureusement, les mesures sanitaires qui ont été mises en place au sein des établissements scolaires ont eu le même effet que celui que nous avons rencontré au sein des hôpitaux pédopsychiatriques au tout début du confinement, c'est-à-dire les mesures sanitaires peuvent avoir un effet déshumanisant, peuvent empêcher effectivement une vie sociale et je pense très sincèrement qu'elles ne sont pourtant pas incompatibles avec le vivre ensemble. Au sein de notre structure, le groupe des jeunes est notre outil principal. Il est extrêmement important pour nous que de permettre ce vivre ensemble, parce que quand nous demandons à un jeune ce qu'il a le plus aidé, finalement, au cours de son hospitalisation, ce qu'il va venir nous dire, c'est que ce n'est pas les entretiens qui les ont aidés, ce n'est pas les activités non plus, c'est encore moins les cours que nous leur avons dispensés. Ce qui les a le plus aidés au cours d'une hospitalisation, c'est les autres jeunes. Ce sont les autres jeunes. Parce qu'il y a justement cette capacité à penser ensemble et à pouvoir se soutenir les uns les autres, ils se confient plus aisément les uns aux autres. Maintenant, c'est très clair qu'il ne s'agit pas de laisser le groupe seul. Ce groupe ne peut être thérapeutique qu'à condition d'être accompagné par les adultes qui veillent effectivement à ce que les choses se déroulent bien. Dans un groupe humain,
s'il n'y a pas une bienveillance, s'il n'y a pas une attention portée à la manière dont la dynamique de groupe se déploie, il y a toujours le risque, évidemment, de situations de pervertisation finalement de la dynamique du groupe avec des phénomènes de bouc émissaire, de rejet, d'isolement, de harcèlement qui risquent de se déployer. D'autant plus dans notre population que ce sont en général des jeunes qui ont vécu des situations similaires et qui vont avoir tendance à les reproduire, bien entendu, inconsciemment. Et donc, nous sommes particulièrement vigilants à faire en sorte que ce groupe d'adolescents que nous mettons à disposition de chacun d'entre eux fonctionne bien. Comment est-ce que nous faisons? En organisant des espaces de parole, en leur proposant des activités collectives qui leur permettent effectivement de développer un sentiment de souci de l'autre, de bienveillance l'un vis-à-vis de l'autre et de sortir finalement d'une dynamique de rivalité où il ne s'agit pas d'être le meilleur et d'écraser l'autre, mais au contraire de développer un sentiment de souci et de bienveillance l'un vis-à-vis de l'autre. C'est un paradigme qu'il est possible de soutenir en tant qu'adulte via les outils que je viens de vous présenter. Et je pense qu'à l'heure actuelle, comme outil de prévention, le groupe des adolescents reste encore le meilleur outil pour autant qu'il soit encadré. Alors, l'école dans tout ça, bien l'école, c'est le seul lieu que les jeunes peuvent fréquenter tous ensemble actuellement. Il n'y a qu'à l'école que nous allons pouvoir rencontrer tous les jeunes et mettre en place des mesures de prévention collectives et généralisées, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Quand on sait que plus de 50% des jeunes à l'heure actuelle sont en décrochage scolaire, plus de 50%, ça montre combien le phénomène effectivement est vaste et combien ce sont des mesures de prévention générales qui vont devoir être mises en place. Et il est clair que l'école n'a pas vocation à ça, je suis bien consciente de ça. Mais l'école est le seul lieu où les jeunes sont accueillis et peuvent effectivement bénéficier de mesures de prévention. Je sais bien que les professeurs n'ont pas la vocation de faire ce genre de choses. Et je ne demande pas à ce que les professeurs se transforment en psy et en animateurs de groupe. Il existe des gens qui sont compétents et ils sont nombreux. Vous avez les éducateurs de rue, les éducateurs des maisons pour jeunes, les AMO. Plus proche de vous, il y a les plannings familiaux qui viennent faire des animations régulièrement dans les écoles. Et encore plus proche de vous, il y a les centres PMS. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de gérer justement les enjeux affectifs chez les jeunes, d'animer des groupes, de leur permettre une expression émotionnelle, de soutenir des capacités d'élaboration de manière groupale. Et d'autre part, je pense qu'il y a également beaucoup de personnes qui sont totalement disponibles et qui ont tout à fait l'habitude d'animer des groupes, ce sont les artistes. Beaucoup d'artistes ont la capacité, l'habitude, ont développé les compétences que de pouvoir proposer des animations extrêmement intéressantes aux jeunes et ils sont tout à fait inemployés à l'heure actuelle. Donc je pense que vraiment, nous avons les locaux, nous avons les personnels, nous avons la possibilité véritablement de mettre rapidement en place des mesures de prévention en matière de santé mentale, il n'y a plus finalement qu'une volonté politique à déployer et une sensibilisation. C'est pour ça que je vous rencontre aujourd'hui et que je suis très heureuse d'avoir été invitée, d'essayer de vous informer de ce qui se passe véritablement à l'heure actuelle, parce que je pense que il ne va plus être possible, malheureusement, de compter sur le secteur de la santé mentale qui est effectivement complètement saturé. Je pense qu'il est vraiment de la responsabilité de chaque adulte aujourd'hui que de prendre en charge ce que nous rencontrons à l'heure actuelle comme souffrance massive chez nos jeunes et de les accompagner dans la bienveillance et la créativité. Je suis fondamentalement persuadée que c'est d'une intelligence collective que les choses vont pouvoir se résoudre et qu'il va falloir inventer, créer, être créatif et associer les jeunes qui ont justement cette capacité à pouvoir rebondir, à être créatifs, à innover, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui restaure une humanité dans ce qu'ils ont à vivre au quotidien et peut-être effectivement mettre de côté pour l'instant, non pas les apprentissages qui restent une source d'intérêt, bien entendu, mais les épreuves certificatives, les interros. Je pense que c'est un non-sens d'organiser
des examens de fin d'année, en sachant que plus de la moitié des élèves ne seront pas capables psychiquement de pouvoir présenter les épreuves. Euh, je pense que l'ensemble de la société a dû revoir son planning et son organisation et qu'en fait, il serait extrêmement violent de contraindre les écoles de continuer à fonctionner dans un déni de réalité. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation très intéressante. Voilà, j'invite les collègues qui le désirent à envoyer leurs questions par le chat, de manière à ce que nos collègues, Madame Berthaud et Madame Baudouin, puissent les verbaliser au docteur Maas. À l'heure actuelle, je ne vois rien apparaître. Je pense que vous avez été tellement claire et précise. C'est l'effet de sidération du Covid. Voilà, exactement. Maintenant, je peux continuer. Hein. Je pense qu'il serait extrêmement intéressant aussi que les professeurs également puissent bénéficier de cette intelligence collective sur laquelle je pense qu'il est important de s'appuyer. Et je pense qu'il est extrêmement important que vous ayez la possibilité de nouveau, vous aussi, pouvoir échanger, être ensemble, discuter, retrouver finalement une philosophie d'équipe, j'ai envie de dire, hein, de retrouver une philosophie propre à chaque établissement scolaire et de recréer quelque chose qui réunit le corps professoral dans son ensemble. Parce que ce qu'on remarque aussi, bien entendu, dans toute entreprise, finalement, et les écoles n'échappent pas à la règle, c'est cette perte du lien qui a été créé par les mesures de distanciation et le travail par téléconférence. Et on assiste aussi à une perte de ce collectif qui permettait d'offrir un côté contenant aussi au travail scolaire qui était proposé aux élèves. Et je pense qu'il est extrêmement important que les professeurs, eux aussi, puissent échanger leurs expériences, se déposer, comprendre, connaître comment ça s'est passé pour chacun et mettre ensemble finalement les idées qu'ils peuvent avoir et les priorités qu'ils ont ensemble, parce que je pense que c'est ensemble que nous avons raison et pas de manière isolée. Nous avons chacun une personnalité différente, nous avons chacun une sensibilité différente. Certains vont être plus sensibles à la détresse de leurs élèves, d'autres vont être plus préoccupés par l'apprentissage à côté duquel ils risquent de passer. Et je pense que chacun a raison. Là où il y a un danger, c'est quand nous devenons plus clivants et que nous perdons de vue l'un ou l'autre aspect. Le fait de se parler et de remettre tout ça ensemble permet de trouver des compromis, permet de trouver effectivement une manière d'être et d'enseigner qui se veut bienveillante, mais néanmoins en accordant encore une place aux apprentissages. Alors, je vois apparaître quelques messages sur le chat. Je vous invite à envoyer vos messages à Madame Berthaud et Madame Baudouin directement pour qu'elles puissent les prendre en charge. Je vais commencer puisque les premières sont arrivées sur mon chat à moi. Donc voilà, nous avons en fait plusieurs remarques des participants aujourd'hui. Remarques qui nous dit qu'ils sont très sensibles aux messages que vous leur transférez. Mais la question est, est-ce que la ministre et nos ministres sont sensibles à ce message, notamment au message concernant les évaluations certificatives de fin d'année? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par nos représentants politiques? Je pense que le message est en train effectivement d'avancer progressivement. C'est un changement de paradigme extrêmement important. C'est un message que nous n'avons jamais soutenu au sein de notre société, tant du côté des parents, des élèves que des professeurs. Les élèves aussi, les étudiants d'ailleurs, s'inquiètent de savoir dans quelle mesure leurs diplômes vont éventuellement être de moindre qualité, comment est-ce que, éventuellement, pour ceux qui terminent une formation de type universitaire ou en haute école, dans quelle mesure est-ce que leur diplôme ne risque pas d'être dévalorisé? Est-ce qu'il ne risque pas d'être moins bien vu sur le marché de l'emploi ultérieurement, etc. Donc, je pense que c'est vraiment une préoccupation qui est présente dans le chef de chacun, mais nous n'avons pas trop le choix. À l'heure actuelle, il y a véritablement
une explosion de souffrance chez les jeunes et on peut pas le nier. C'est quelque chose qu'il va falloir effectivement prendre en considération et revoir nos priorités. Les priorités à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que nos jeunes restent en vie. Je pense que l'école et les apprentissages et les épreuves certificatives, nous aurons la possibilité de peut-être les traiter dans un second temps, mais je pense qu'on est véritablement face à une urgence sanitaire et qu'il y a un ordre de priorité à revoir. Nos interpellations, je pense que spontanément, il y a une émergence comme ça de cartes ouvertes, de lettres ouvertes, de cartes blanches qui ont été lancées comme des bouteilles à la mer et je suis très heureuse que certaines ont été ouvertes et lues pour essayer effectivement de sensibiliser la population, les ministres, tout adulte en fait au sein de notre société parce que nous nous rendons très bien compte en tant que pédopsie et psychologues que nous n'allons pas y arriver ensemble de notre côté. Nous n'allons pas y arriver tout seuls. Nous avons vraiment besoin de l'ensemble de la collectivité pour pouvoir faire face à ce qui est en train de se passer. Une Je pense collaboration. effectivement que le message percute. Voilà. Alors j'ai une autre question où effectivement on me dit voilà, organiser un ou deux groupes de parole avec les élèves, est-ce que c'est suffisant au sein de l'école ou est-ce qu'il faut prévoir un accompagnement à plus long terme pour sortir du mécanisme actuel qui a été mis en place par la crise sanitaire? Donc est-ce que vous pensez qu'on est dans des groupes de parole, je dirais à court ou moyen terme, ou est-ce qu'il faudra un processus à plus long terme au sein des écoles pour aider les jeunes? C'est une très bonne question. Elle a posé, c'est y répondre, je pense. Comme vous avez entendu, en milieu hospitalier, en consultation, en thérapie, le temps psychique est un temps long. Et ce que nous avons vécu, qui dure depuis un an, ne va pas évidemment pouvoir être résolu en un ou deux entretiens. Je ne crois pas en tant que pédopsychiatre, je sais bien que les entretiens miraculeux n'existent pas. C'est toujours un processus de mentalisation et c'est très clairement quelque chose qui va devoir être mis en place sur du long terme. Un processus, c'est-à-dire non pas avoir un espace de parole, mais des espaces de parole réguliers, ritualisés, hebdomadaires, qui peuvent effectivement se poursuivre et dès qu'il est possible de les poursuivre avec un allègement des mesures sanitaires, mais avec la troisième vague, je ne pense pas qu'on y soit pour bientôt. Je pense que vraiment, c'est effectivement quelque chose plus de l'ordre du processus qui va devoir être mis en place et sur plusieurs mois, oui. Mhm. Merci. Alors plusieurs remarques également, tant de direction de CPMS que d'établissements qui constatent effectivement les difficultés et l'impression de vide que l'on rencontre chez nos jeunes. Une remarque néanmoins, visiblement les effets, en tout cas pour certains, semblent plus marqués chez les aînés, donc les élèves de 16, 17, 18 ans, 5e, 6e. Est-ce que vous avez constaté cette tendance en général également? Je remarque qu'ils l'expriment plus facilement. Les 16, 17, voire 18 ans ont des capacités d'élaboration, de verbalisation qui sont plus importantes que les plus jeunes. Les plus jeunes ont véritablement intégré aussi, sans distance, le message qui leur a été transmis, à savoir, vous n'êtes pas en danger face au Covid, mais vous êtes un danger pour les autres. Et vous devez de mettre votre vie entre parenthèses, votre vie sociale entre parenthèses, sinon vous allez tuer vos grands-parents. Et donc, c'est vraiment un message que les jeunes ont très, très fortement intégré. Si à un certain moment les écoles rouvrent, il sera extrêmement important de modifier aussi le discours sanitaire qu'on est en train de leur proposer à l'heure actuelle. Ça suffit de leur dire de porter le masque et de se laver les mains. Ils ont bien intégré le message, ils l'ont par trop intégré. Ils se vivent véritablement dangereux. Et donc, je pense que c'est plutôt un message d'attention tourné vers l'autre qu'il va falloir essayer de déployer comme mesure sanitaire en matière de prévention de santé mentale, de vraiment les encourager à aller se trouver les uns les autres, à se parler les uns les autres, à s'ouvrir à leurs camarades s'ils ont effectivement des difficultés et de pouvoir faire place beaucoup plus à la possibilité de peut-être non pas montrer ses faiblesses, mais en tout cas de partager sa souffrance. Et je pense qu'il y a un discours différent à essayer de déployer au sein de la société dans son ensemble, de toute façon.
Oui. Alors ici, peut-être aussi une question par rapport justement, on revient à ces groupes de parole. Est-ce qu'il est préférable qu'ils se fassent en présentiel, ou est-ce ils peuvent être envisagés aussi en visio, étant donné la situation? On a encore entendu ce matin que visiblement les troisièmes et quatrièmes secondaires ne rentreront pas préalablement. On essaye de protéger la rentrée d'avril. Voilà. Est-ce que les groupes de parole par visio sont aussi judicieux ou pas? Ça marche moins bien. Ça marche moins bien quand nous nous sommes retrouvés dans la situation de fermeture complète des hôpitaux pédopsychiatriques. Nous avons très rapidement, bien entendu, mis en place des visioconférences pour essayer de garder un lien thérapeutique avec les familles. La thérapie n'y était pas. Tout ce qu'ils arrivaient à faire, c'était effectivement de garder un lien, de peut-être lutter contre des angoisses d'isolement, d'abandon, mais en tout cas, la richesse de l'échange, le côté thérapeutique du fait de pouvoir se confier les uns aux autres et de pouvoir mettre ensemble justement l'émotionnel ne fonctionne pas bien du tout par visioconférence. Il y a une nécessité effectivement de présentiel pour pouvoir euh, être dans un partage émotionnel, en fait. Mhm. Alors justement, en parlant de présentiel, nous avons un professeur d'éducation physique qui nous dit que non seulement il a remarqué cet impact sur le plan psychologique dont vous parlez, mais également physique, que l'énergie des élèves est proche de zéro, qu'ils sont Oui. fatalement mal dans leur peau, pris des kilos, de mauvaises habitudes d'hygiène, etc. Et il vous demande s'il y a peut-être des choses qu'en tant que professeur d'éducation physique, des petits conseils, des petits trucs qui pourraient être mis en place. Alors, je pense que je suis pas une spécialiste des cours d'éducation physique, bien entendu, mais je suis extrêmement attentive aux initiatives qui commencent à être prises effectivement dans certaines écoles ou par certains professeurs. Et je pense que ça vaudrait vraiment la peine, en fait, je sais pas, de créer une plateforme d'échange d'idées ou de bons conseils ou d'initiatives qui marchent, parce que je pense qu'il y a vraiment pas mal d'initiatives qui sont prises et de choses sympas qui sont mises en place que les adolescents disent effectivement apprécier et ça se voit tout de suite. C'est toute tâche qui nécessite un tant soit peu de collaboration en fait. Mhm. De nouveau, c'est de privilégier le lien, d'être ensemble et de pouvoir faire des activités, non pas chacun seul dans son coin, mais d'être véritablement dans un, ou même pas faire des choses ensemble, mais de s'entraider. Voilà. Et c'est l'entraide qui leur permet de se reconnecter avec eux-mêmes et de reprendre goût finalement, se sentir utile, se sentir valoir quelque chose, de retrouver du sens à être ensemble. C'est vraiment dans l'esprit de collaboration et du collectif que ça fonctionne au mieux. Ok. Alors j'ai également ici une intervention qui nous parle des enfants qui sont placés dans les internats sans contact familial, sans activité à l'extérieur et à l'intérieur possible. Et donc, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques pour accompagner ces jeunes gens qui non seulement sont séparés, je dirais, d'un milieu familial dont les autres disposent, mais également voilà, de la situation en internat. Donc leur bien-être s'effondre peut-être encore un peu plus que d'autres. Est-ce que pour ces enfants-là, vous avez une réflexion particulière? Alors oui et non. Donc ce sont des jeunes effectivement qui sont privés de retour en famille éventuellement. Maintenant, ceci dit, les retours en famille ont lieu même dans les hôpitaux pédopsychiatriques. Et je pense que quand on essaie de vraiment attirer l'attention et de responsabiliser les jeunes, les familles par rapport au fait que le collectif doit être préservé et qu'il est extrêmement important d'appliquer les mesures sanitaires dans la bienveillance, mais aussi la responsabilité, ça fonctionne bien. Nous n'avons pas eu un seul cluster depuis le début de la pandémie au sein de l'unité, alors que les jeunes vont et viennent entre leur famille et l'hôpital. Ils sont 15 et depuis un an, on n'a pas eu un seul phénomène de contamination. Je pense très sincèrement qu'à partir du moment où on essaie de responsabiliser les jeunes et leurs parents, ils ont tout à gagner à ce que ça fonctionne et ça marche pas mal. Ça, c'est une première chose. Donc, je ne pense pas du tout que les internats doivent empêcher les jeunes de rentrer en famille, vraiment. Je pense qu'on peut vraiment mettre des tests en place, des mesures d'accompagnement, être intelligent et prudent et responsable, et ça peut très, très bien fonctionner. Ça, c'est une première chose. L'autre chose,
c'est que oui, bien sûr qu'il s'agit de compenser ce qu'ils n'ont pas d'un côté par ce qu'ils peuvent obtenir de l'autre. Et de l'autre côté, ben, en internat, c'est un groupe de jeunes qui vivent ensemble. Et donc, je pense qu'en privilégiant justement ce vivre ensemble, en faisant en sorte que les jeunes puissent avoir des locaux communs, qu'ils puissent manger ensemble, qu'ils puissent véritablement vivre ensemble, comme on rencontre finalement dans les codes collectifs, les étudiants qui ont vécu en collectif dans leur cote, qui n'étaient pas amis a priori au départ, qui étaient simplement colocataires, ont beaucoup mieux résisté que les jeunes qui étaient isolés dans un appartement individuel. Et donc le vivre ensemble est vraiment un outil thérapeutique, un outil de prévention qui est extrêmement riche. Mhm. Oui, ceci répond aussi je dirais, à une spécification de la question que je vous ai posée, parce que nous avons aussi en internat des jeunes qui sont placés par système, voilà, par décision judiciaire et Je qui me n'ont doute, pas bien sûr. de retour en famille. Donc voilà, vous venez de répondre indirectement aussi par rapport à ces enfants. Nous avons aussi une question, ben, on a parlé beaucoup des enfants de plus de 12 ans, mais nous avons aussi une question ici concernant les moins de 12 ans et la petite enfance. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport justement à ces plus jeunes? Alors la souffrance chez les jeunes enfants se manifeste également, dans des proportions moindres, mais il y a effectivement aussi une augmentation tant des hospitalisations que des consultations chez les enfants plus jeunes. Il faut dire qu'on vit dans un climat qui n'est pas rassurant pour l'instant. Les informations qui passent au quotidien, au journal télévisé, évoquent quand même systématiquement des décès, des hospitalisations, des personnes qui ne survivent pas. Euh, En plus, les jeunes enfants ont été privés de contact avec leurs grands-parents jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés et ce climat de peur a été particulièrement anxiogène pour eux aussi. Et on rencontre effectivement des jeunes qui ont plutôt des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles dans la sphère psychosomatique, puisque les enfants tendent à plus déployer leur souffrance sur le mode psychosomatique que les adolescents. Et nous avons de ce côté-là aussi rencontré effectivement beaucoup plus de décompensation chez les enfants. Les enfants ont néanmoins la possibilité de pouvoir s'appuyer, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sur leurs parents plus aisément, en tout cas que les adolescents. Et donc, il est très important de mettre des mots, de nouveau, de dialoguer, d'expliquer, d'essayer de rassurer et peut-être les tenir un petit peu plus à distance, les préserver des informations anxiogènes que nous rencontrons régulièrement dans les médias. Ils ne sont pas obligés de regarder le JT tous les soirs. Merci. Alors peut-être encore, je ne sais pas si mes collègues reçoivent des questions parce que moi je les vois toutes apparaître chez moi. Donc voilà. Peut-être encore une chose ici. Donc nous avons une réflexion d'une collègue qui nous dit mais il serait peut-être bon effectivement de penser à avoir plus de psychologues au sein des établissements. C'est vrai que les PMS, les CPMS, voilà disposent de ces membres du personnel, mais malheureusement ont beaucoup d'établissements à suivre et c'est extrêmement complexe pour elles. Et donc voilà, vous n'êtes malheureusement pas détentrice de la possibilité de désigner des psychologues dans l'école, mais est-ce que vous pensez qu'avoir effectivement peut-être des formations spécifiques pour certains éducateurs ou pour certains membres du personnel en interne dans les écoles pourrait être intéressant? Je pense que toute piste est intéressante. Je pense qu'il va falloir vraiment essayer de renforcer les équipes, de changer la manière d'intervenir, de plus se concentrer sur une intervention collective qu'au cas par cas, parce que le cas par cas, on va très vite être débordé. On n'est pas suffisamment nombreux que pour pouvoir faire du cas par cas. Euh, et donc, je pense qu'il va falloir effectivement essayer de multiplier, de diversifier tous les outils possibles et imaginables. Renforcer les équipes, mais également ouvrir les portes de l'école à des professionnels qui, en général, n'y mettent jamais les pieds. Et je pense notamment aux maisons pour jeunes, aux intervenants qui font des écoles, les écoles de devoirs. Ils ont les compétences que pour pouvoir animer les groupes, les prendre en charge, et que pour pouvoir effectivement faire ce travail de prévention en matière de santé mentale et d'y associer éventuellement les professeurs sur une base volontaire. Je pense qu'il y a aussi un feeling à avoir. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, qu'il ne faut pas forcer, mais je pense vraiment qu'il y a un esprit de collaboration qui doit être mis en place et d'essayer de multiplier le plus possible les outils, les possibilités d'intervention.
une maison pour jeunes ne va pas pouvoir intervenir dans toutes les écoles de sa province, par exemple. Donc, je pense qu'il va falloir effectivement essayer de, de faire appel aux bonnes volontés, d'ouvrir les portes et d'essayer de multiplier les collaborations autant que possible. Mhm. Pour Alors, compléter, oui. Alors, oui, pour compléter ce que le docteur Mas vient de dire, je voulais dire, on a quand même eu un renfort. C'est vrai qu'au niveau des centres PMS, ben, on a des psychologues et des assistants sociaux, des infirmières qui sont présents. Mais effectivement, comme vous disiez, pour un grand nombre d'élèves, on vient néanmoins d'avoir un renforcement au niveau de notre encadrement pour les psychologues et les assistants sociaux, en même temps que les écoles ont eu le renforcement pour la désignation d'éducateurs dans les écoles. Et une piste qui est envisagée aussi, c'est la collaboration entre le renfort au niveau PMS et le renfort au niveau des écoles, justement par rapport au groupe de parole à mettre en place dans les écoles. J'avais une question au niveau des élèves spécifiquement pour l'enseignement spécialisé qui, eux, sont déjà aussi moins bien équipés au niveau de leurs Oui. possibilités pour mentaliser les choses, Oui. pour leur capacité d'élaboration. Est-ce que vous avez des pistes particulières pour ces élèves-là? Alors, ces élèves-là ont d'autant plus besoin effectivement de présentiel. Le distanciel marche encore moins avec eux et il y a vraiment une nécessité de maintenir les écoles d'enseignement spécial ouvertes. Les pédiatres ont beaucoup insisté à ce sujet, avec raison. Ce sont des enfants qui perdent leur capacité, leurs apprentissages très rapidement dès qu'il y a une diminution de la stimulation. Et c'est extrêmement important, effectivement, de maintenir les acquis par du présentiel le plus possible, oui. Ok. Peut-être encore une J'ai une question. question aussi, Oui, moi. Voilà, j'ai eu une question en privé. Donc, finalement, tous ces élèves qui passent à l'acte, qui font des tentatives de suicide et qui ne peuvent donc pas être pris en charge par les services de seconde ligne qui sont saturés, qu'est-ce que le centre PMS peut faire dans ces cas-là? Alors, je pense que le centre PMS, s'il doit prendre en charge en individuel de nouveau tous les jeunes qui ont des idées suicidaires, il va être débordé. Il y a des mesures, il y a des outils qui ont été développés qui sont extrêmement intéressants, qui partent en fait des adolescents eux-mêmes. Les adolescents, ils sont nombreux dans les écoles, ils manquent pas. Et ils ont vraiment des capacités, des compétences qu'ils peuvent déployer. Et il existe par exemple des, euh, des programmes d'adolescents sentinelles, comme on les appelle. Ce sont des adolescents qui sont formés justement à pouvoir accueillir une parole suicidaire, de pouvoir accueillir la souffrance d'un autre jeune. Ce sont des jeunes qui sont encadrés, qui sont formés, qui sont débriefés, bien entendu, mais euh, qui sont proposés à une école pour que tout un chacun puisse effectivement venir les trouver et venir se confier à l'un ou à l'autre et d'essayer de développer justement une collaboration beaucoup plus groupale. Ce sont des initiatives qui se sont mises en place, par exemple, dans certaines écoles sur la province de Liège et ça donne d'excellents résultats. Donc, je pense évidemment que des idées suicidaires et le passage à l'acte chez l'adolescent fait très peur aux adultes. Il inquiète très fort les adolescents, mais on est dans quelque chose qu'ils connaissent. Tout adolescent traverse à un moment ou à un autre de son parcours et dans sa construction psychique, il traverse des idées suicidaires. Peu en parlent, mais je peux vous assurer que tout adolescent a traversé un moment où le suicide, la mort s'est posée, s'est questionné à lui. Et donc, on est dans quelque chose qui leur est en fait familier, qui leur fait beaucoup moins peur qu'aux adultes et du coup qui leur permettent effectivement d'accueillir, de mettre des mots là-dessus. Ce qui est très important, c'est bien entendu que ces ados sentinelles soient encadrés par des adultes, qu'ils aient la possibilité de directement, dans la demi-heure qu'il faut avoir un contact, un numéro de téléphone, mettre des choses en place, passer la main si à un certain moment l'inquiétude est par trop importante. Mais les ados eux-mêmes peuvent se rendre énormément de services et terriblement s'entraider. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du collectif à mettre en place en y associant nos jeunes, justement. Non seulement pour trouver des idées qui permettent un vivre ensemble agréable et qui retrouvent le plaisir de venir à l'école, mais aussi du côté de la prévention,
des adolescents peuvent tout à fait participer à des programmes de prévention au sein de leurs établissements et ce sont justement plutôt les plus âgés qui sont sollicités dans ce contexte-là. C'est effectivement en général les 16, 17, 18 ans qui peuvent devenir des adolescents sentinelles. Mhm. Alors encore ici peut-être une réflexion suite à ce que vous avez dit précédemment. Donc est-ce que vous pensez que pour cette année scolaire 2020-2021 il faudrait placer un moratoire, c'est-à-dire la mettre vraiment entre parenthèses suite à la réflexion qui a été faite sur les évaluations et sur la capacité, la compétence des élèves à aller au bout de cette année scolaire de la même manière ce qu'ils le feraient dans une année tout à fait traditionnelle. Je ne sais pas si c'est par un moratoire que ça doit passer. Je pense que de toute façon, ça doit passer par le fait de se réinventer. Il est très important de faire table rase et de réfléchir et de voir comment on va réinventer les choses pour les mois qui viennent, vraiment. Et d'essayer d'être créatif, en fait. Tout comme les hôpitaux ont dû l'être, tout comme les entreprises ont dû l'être. Je pense que c'est vraiment du côté des initiatives de terrain que les solutions viennent. Tout comme dans les entreprises, c'est pas le gouvernement qui a dit à des entreprises de se réinventer pour fabriquer des masques. C'est pas les gouvernements qui ont été dire aux chercheurs d'inventer des tests salivaires et des tests rapides. Ce sont des initiatives qui ont été prises dans le privé. Et je pense que vous connaissez l'école, vous connaissez l'enseignement, c'est votre matière et je pense que c'est vraiment du côté du terrain que les idées peuvent venir, que les meilleures idées peuvent venir. Ce que les gouvernements et les ministres attendent à l'heure actuelle, c'est des idées. Ils ont besoin d'informations, de savoir quel est le problème, mais ils ont aussi besoin qu'on vienne leur dire ce qu'il faut mettre en place en fait. Et donc les idées vous appartiennent. Et c'est pas plus mal parce que c'est vous qui connaissez le mieux l'école, l'enseignement, votre métier. Mais il s'agit effectivement de sortir des procédures. Les procédures ne sont pas adaptées. Les procédures telles que nous connaissons ne sont pas adaptées et risquent plus de nous mettre en difficulté qu'autre chose. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une créativité, une inventivité collective à mettre en place. Merci. Je reviens sur les ados sentinelles. Donc, nous avons au sein de nos établissements la possibilité donc de faire former des élèves en tant que délégués, des choses de ce type-là. Est-ce qu'il y a des formations qui existent véritablement pour ces ados sentinelles? Est-ce qu'il y a des plateformes? Est-ce qu'il y a des groupes d'apprentissage? Tout à fait. Et les informations peuvent être prises auprès de la structure qui s'appelle un pass dans l'impasse. Un pass, P-A-2-S, dans l'impasse. Oui. C'est une association qui travaille justement à la prévention au suicide et qui collecte toutes les bonnes pratiques, toutes les innovations. Et comme je vous l'ai dit, hein, il y a véritablement vraiment des programmes qui sont déjà activés dans certaines écoles en Belgique, plutôt du côté de la province de Liège. Donc, il y a vraiment effectivement des programmes qui existent déjà et qui peuvent être mis en place très rapidement. Magnifique. Je pense que tout le monde va aller voir ce qui se passe à un pass pour l'impasse. Écoutez, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si mes collègues en ont d'autres, reçu d'autres. Non. Voilà. Non. S'il n'y a plus d'autres questions sur le chat, je vais vous remercier. Je pense que nous avons tous trouvé cela extrêmement intéressant et je crois que nous reviendrons, à mon avis, encore vers vous dans l'avenir, puisque nos enseignants seront certainement très à l'écoute aussi de votre discours qui nous apporte énormément. Un grand merci, Dr Mas. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, docteur. Je remercie tout le monde pour sa présence. Et je vous laisse rejoindre vos établissements respectifs. Merci à tous et n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, nous reviendrons vers le docteur. Merci. Merci à vous.